quand ils voyaient que la personne réagissait et que la personne continuait à tweeter, on va dire, ça montait en puissance. Et moi, sur la fin de 2013, effectivement, c'est l'affaire de la blackface où je me suis dit, bon, si c'est pour me prendre des insultes racistes du type on se retrouve au KFC ou ça donne envie d'adhérer au Ku Klux Klan de lire tes tweets. Qu'est-ce que la ligue du LOL, Lucas? C'est quoi? C'est des mecs juste qui font des tweets un peu drôles et les gens RT? Pas du tout, c'est des gros fils d'up. Désolé, mais quand t'as lu tous les témoignages, t'as un seum en toi qui est fou. Moi, je n'oublie pas le harcèlement ciblé et en meute. Je n'oublie pas les photomontages à caractère pornographique. Je n'oublie pas le canular téléphonique. Je n'oublie pas d'avoir été intimidée physiquement sur mon lieu de travail. Je n'oublie pas tout ça. La Ligue du LOL, ça a fait couler pas mal d'encre il y a quelques mois. Et maintenant, tout cet emballement médiatique s'est un petit peu apaisé, je voulais vraiment revenir sur le sujet pour vous parler de toutes les problématiques que ça a pu soulever, notamment celle de la justice populaire. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice populaire, mais plutôt sur les réseaux sociaux, donc comprenez Facebook, Twitter, YouTube, les commentaires sous les journaux en ligne, par exemple. Bon, je vous rassure tout de suite, je vais pas vous sortir un discours ultra cliché à base de les réseaux sociaux, c'est le mal, on vit dans une société, quoi. Déjà parce que c'est un outil formidable pour rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement dans la vie de tous les jours. Et puis surtout, la justice populaire, elle a toujours existé. On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour ça. Parce que bien avant l'apparition des réseaux sociaux, on a eu un exemple assez extrême en matière de justice populaire avec l'affaire du petit Grégory. Grégory, c'est cet enfant de 4 ans qu'on a retrouvé assassiné au fond d'une rivière il y a plus de 30 ans. Et à l'heure actuelle, on sait toujours pas qui a commis ce meurtre. À l'époque, ces faits sordides, ils ont provoqué beaucoup, mais alors beaucoup d'émotions dans l'opinion publique. Et ça a vraiment atteint son paroxysme quand le père de l'enfant a abattu Bernard Laroche, qui était considéré comme le suspect numéro 1 à l'époque. Bernard Laroche, il avait été inculpé quelques temps plus tôt, l'arrestation elle avait été filmée en quasi-direct à la télé, les journaux titraient l'assassin Laroche sur leur une parce que la présomption d'innocence, on s'en bat les couilles. Bref, Laroche, il a été assassiné par le père de l'enfant et à l'heure qu'il est, on n'est toujours pas vraiment sûr que c'était lui. Et encore aujourd'hui, vous constaterez que tout le monde a son petit avis sur qui a tué le petit Grégory. Il y a des gens qui vont accuser la mère, il y en a qui vont considérer que le père a bien fait de descendre Bernard Laroche. Bref, il faudrait une vidéo entière consacrée à l'affaire Grégory. Le problème, c'est que c'est l'un des pires exemples qu'on a en matière de justice populaire. Les Français en ont énormément parlé, les médias titraient tout le temps là-dessus. Il y a eu des problèmes au niveau de l'indépendance de l'enquête, pas possible. Et ça a tellement créé une pression qu'il y a un des juges qui s'est occupé de l'enquête qui a fini par se suicider en 2017. Bref, on a des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec l'affaire, qui ont considérablement influencé cette enquête. Sauf qu'à cette époque, la justice populaire, elle s'exprimait de façon très différente. On pouvait au mieux s'exprimer lors d'un micro-trottoir au JT, participer à une manifestation, une marche blanche, ou aller au tribunal pour huer ceux qu'on tient pour responsable. Mais le français moyen, il n'avait pas accès à une véritable tribune. Il fallait qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer, et ça par un média plutôt conventionnel, donc la télé, les journaux ou la radio par exemple. Et je vous cacherai pas que la justice populaire, c'est un thème qui m'a toujours passionnée parce que ça mêle 1 milliard de thèmes différents. On y parle droit, morale, sociologie, etc. Et surtout que ça a toujours existé. Vous voyez, au Moyen-Âge, quand les gens étaient dans un pilori, donc c'est là où il y a la tête et les bras qui sortent, vous avez les passants qui vont leur jeter des trucs sur la gueule parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas fait un truc comme il faut. Et l'affaire Grégory, c'est pareil, c'était de la justice populaire, ça a toujours existé. Je voulais écrire ce script depuis l'époque de MeToo, ce hashtag qui avait fait suite aux accusations d'agression sexuelle et de viol qu'aurait commis Harvey Weinstein, un très puissant producteur qui aurait profité de sa position auprès de nombreuses actrices. Le hashtag MeToo et son équivalent français Balance ton porc avaient provoqué énormément de réactions de la part de femmes qui étaient célèbres ou pas et qui rapportaient les abus qu'elles avaient subis de la part de personnes connues ou inconnues. Ce qui est assez intéressant, c'est que très peu de noms sont sortis de ces témoignages. Les victimes rapportaient essentiellement les abus qu'elles avaient subis sans trop nommer leurs agresseurs. Ce mouvement, il a complètement dépassé la sphère de Twitter. Ça a fait la une à l'international, tous les journaux en ont parlé, on a provoqué toute une réflexion sur les violences faites aux femmes. Et je suis même sûre que vos parents en ont déjà entendu parler, même s'ils vont pas sur Twitter. Et ça, c'est une preuve parmi tant d'autres de l'influence qu'ont les réseaux sociaux sur notre époque actuelle. Ce qui était bien avec ce hashtag, c'est qu'enfin, les femmes ont pu massivement témoigner des abus qu'elles avaient subis. Il y avait une sorte d'énergie commune qui faisait que les témoignages étaient noyés dans la masse et ça donnait beaucoup plus de force pour témoigner et briser le silence. Je pense sincèrement que ce mouvement a fait évoluer les consciences et qu'il y a eu un avant et un après MeToo.
beaucoup de personnes ont compris que c'était très commun pour une femme de subir ce genre d'abus et que ce n'était pas des actes rares ou isolés. J'ai commencé à me poser des questions quand j'ai vu certains témoignages nommer leurs agresseurs. J'en ai vu beaucoup agiter la présomption d'innocence d'un côté et de l'autre des personnes qui rappelaient les sanctions encourues en cas de diffamation. Et c'est là où ça coince, je suis tiraillée entre deux choses très importantes pour moi, le droit et mes convictions personnelles. J'ai une formation de juriste, donc forcément j'analyse tout sous l'angle du droit. Et du coup, le fait qu'on balance des noms publiquement, est-ce que je trouve ça bien ou pas? Est-ce qu'on risque pas de jeter dans la fosse aux lions des gens qui sont peut-être innocents? Et de l'autre, on sait que les victimes, c'est difficile pour elles de témoigner, elles n'ont pas forcément les moyens de porter plainte et on va pas forcément les croire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est compliqué. Ceux qui reprochent aux victimes de nommer leurs agresseurs avancent très souvent l'argument de la diffamation ou du faux témoignage. Et ça, c'est évidemment condamné par la loi. La diffamation, c'est lorsqu'on allègue un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Et ça, c'est une limite à la liberté d'expression. On a le droit de dire plein de choses, mais pas tout et n'importe quoi non plus. Et lorsqu'une femme accuse un homme de l'avoir agressé, il est quasi systématique qu'il brandisse la menace de la poursuivre pour diffamation. Évidemment, la diffamation, elle doit continuer d'exister. C'est quelque chose qui permet de protéger les personnes qu'on pourrait accuser à tort. Il est normal de vouloir condamner quelqu'un qui a voulu porter atteinte à notre réputation, et de toute façon, la diffamation, elle existe depuis très longtemps, elle n'a pas attendu les réseaux sociaux, puisqu'on la retrouve dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Mais on pourrait reprocher à mon raisonnement d'être très légaliste, c'est-à-dire de penser que dès que la loi est stable et écrite, elle est nécessairement juste. Pour les légalistes, à partir du moment où la loi a été votée, elle doit être appliquée et elle est forcément incontestable. Ce qui me pose un souci avec cette philosophie, c'est qu'on s'oppose à la notion de désobéissance à la loi. Typiquement, les Gilets jaunes ont fait un acte de désobéissance en manifestant sans en avoir obtenu l'autorisation préalable, parce qu'ils considéraient que l'interdiction de manifester n'était pas fondée. Et malheureusement, la loi elle n'est pas parfaite, elle comporte des failles, ce qui fait qu'on doit la rediscuter régulièrement entre juristes et des fois avec d'autres corps de métier, comme les médecins par exemple. L'autre problème, c'est que la diffamation, c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête des victimes. Si jamais elles manquent de preuves, elles peuvent être poursuivies pour diffamation alors qu'elles sont pourtant sincères dans leurs accusations. On peut penser à l'affaire Baupin par exemple, cet ancien député qui avait été accusé d'agression sexuelle et de harcèlement par plusieurs femmes que Baupin avait ensuite menacé de procès pour diffamation. Et fait assez rare pour le souligner, ça s'est complètement retourné contre lui. Baupin voulait, je cite, laver son honneur en poursuivant les femmes qui l'accusaient. Mais la quantité de témoignages accablants ont eu raison de lui, et Baupin a par la même occasion été condamné pour procédure abusive. Mais ce dénouement est très rare, car souvent, la seule menace d'un procès pour diffamation suffit à ce que les victimes se rétractent et abandonnent les poursuites. Isabelle Attard, qui était l'une des victimes, avait déclaré lors de l'audience « Je voudrais dire merci à Denis Baupin, parce que ce procès que l'on n'a pas choisi nous permet à toutes de dire haut et fort ce que nous avons vécu ». L'affaire Baupin et son procès pour diffamation à l'encontre de ses accusatrices est peut-être la preuve que le mouvement MeToo est passé par là et a planté des petites graines pour qu'enfin on reconnaisse les victimes comme étant des victimes. Et pourtant, en droit, on a une longue liste de dispositions qui permet de protéger les victimes de viols, d'agressions sexuelles ou d'harcèlement. Et le droit prend aussi en compte tout un nombre de facteurs, notamment le fait que notre agresseur soit un parent, un conjoint ou un employeur par exemple. Ces textes sont relativement complets et denses, mais c'est pas vraiment là que réside le problème parce qu'en théorie, tout va bien. Si l'on s'en tenait au droit et seulement au droit, j'aurais pas autant galéré à écrire ce script. Les réponses, elles auraient été là, toutes trouvées dans le code pénal ou dans la longue liste de décisions de justice qui le complètent. Sauf que le droit, c'est une science sociale. Nos règles ne viennent pas de nulle part, elles n'ont pas été édictées par une entité supérieure, elles se sont construites au fur et à mesure. C'est grâce à certains militants, par exemple, que le viol conjugal a été reconnu, puisque pendant longtemps, on considérait que le fait d'être marié était incompatible avec le viol, notamment car les époux ont ce fameux devoir conjugal qui sous-entend qu'ils doivent avoir régulièrement des rapports sexuels. C'est parce que des militants se sont battus que la loi a évolué. Elle a dû tenir compte des réalités du terrain, le droit évolue sans cesse car les mentalités évoluent elles-mêmes. Du coup, on ne peut pas vraiment parler de la justice populaire sans se pencher sur les victimes. Je vais essentiellement parler des violences sexuelles et du harcèlement car c'est ce qu'on voit le plus rapporté sur les réseaux sociaux et c'est ce qui provoque un énorme débat. À l'heure actuelle, on sait que porter plainte quand on est une victime de viol, d'agression sexuelle ou de harcèlement est un véritable parcours du combattant et je pèse vraiment mes mots en disant ça.
Je le sais parce que je me suis énormément renseignée sur le sujet, mais aussi par l'expérience que j'ai eue au cœur des tribunaux et de l'expérience qu'on m'a aussi rapportée. Lorsque vous portez plainte, cela implique une certaine solidité pour plein de raisons. Beaucoup de victimes minimisent, voire doutent de ce qui leur est arrivé. Ces événements sont des traumatismes, notre cerveau a été en état de choc et du coup notre mémoire est parfois un peu altérée. Autant si quelqu'un se fait agresser la veille, ça va être un peu plus facile de se souvenir de comment était habillée la personne, alors que si ça date de plusieurs années, ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça que des fois les versions des victimes changent un peu, alors qu'elles sont totalement sincères. Certains détails sont flous et la chronologie des faits est parfois difficile à remettre en place. Certaines personnes, que ce soit des proches, des officiers de police judiciaire, des magistrats, vont questionner la véracité de vos propos. Alors déjà, c'est pas facile de raconter ça une fois, 2 fois, 3 fois, alors 850 000 fois. Pour peu que vous soyez pas totalement à l'aise à l'idée de raconter ces événements en boucle, que vous doutiez de votre légitimité car ça pourrait être pire par exemple, ça peut vraiment marquer un frein à la volonté de porter plainte. Une procédure, ça peut coûter très cher. Certains avocats peuvent être le plus arrangeants possible, certaines assos peuvent vous aider à couvrir les frais. Je vous mettrai des liens en description parce que je voudrais aussi que cette vidéo soit un support d'aide pour les victimes, mais malheureusement, ça fait pas tout. Il y a également l'aide juridictionnelle, une aide que vous verse l'État quand vous n'avez pas les moyens d'aller en justice. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, sachez que si vous gagnez plus de 1 500 € par mois, vous n'aurez droit à aucune aide juridictionnelle. 1 500 € par mois, on est mieux loti que pas mal de Français, mais croyez-moi que ce n'est pas un salaire suffisant pour assumer des frais de justice. D'autant plus que si vous allez jusqu'au premier procès, bon, pour les 3 juristes et demi qui me regardent, le vrai terme c'est première instance, cela ne s'arrêtera pas forcément là. Il peut y avoir non pas 2 ni 3, mais 4 procès supplémentaires, l'appel, le pourvoi en cassation et le retour devant la cour d'appel avant l'arrêt définitif. On ne sait jamais à l'avance jusqu'où notre affaire peut aller et il faut anticiper toutes les possibilités. Ça veut dire que quand vous portez plainte, peut-être que vous n'aurez la décision définitive que dans 10 ans. C'est un frein énorme. Donc clairement, tout ce processus, ce n'est jamais une promenade de santé. Donc s'il vous plaît, ne culpabilisez jamais les victimes de ne pas porter plainte, car c'est une décision qui est très personnelle. Elle n'appartient qu'à la victime et vous ne pourrez jamais vraiment comprendre ce qui peut la retenir. Du coup, si je vous fais toute la liste de ces freins, c'est pas pour rien. C'est pour vous expliquer que la justice n'est pas simple à saisir, c'est une institution qui peut effrayer, ce que je peux tout à fait comprendre. Je l'ai déjà expliqué par le passé, mais je me suis rendue plusieurs fois au tribunal correctionnel et je peux vous garantir que même quand vous n'avez rien fait et que vous êtes là en tant que spectateur, vous avez quand même une ambiance vraiment pas ouf. Alors vous avez rien fait, hein. Il ne faut jamais oublier que certaines victimes peuvent craindre pour leur réputation, pour leur intégrité physique, voire pour leur vie si jamais elles sortent du silence. Il y a malheureusement une tonne d'affaires de femmes qui ont porté plainte contre leurs compagnons violents et qui malheureusement ne sont pas immédiatement mises en sécurité avec la fin dramatique que l'on connaît. En tant que victime, la justice n'est donc pas toujours suffisamment accessible ou compréhensive. Certaines personnes, pourtant victimes, savent qu'elles n'obtiendront jamais gain de cause devant un tribunal, tout simplement car les preuves ont disparu entre-temps. On appelle ça le dépérissement des preuves dans le jargon. Ou alors qu'elles ne sont pas suffisamment solides. C'est les preuves qui sont pas suffisamment solides, hein, pas les victimes. Alors que faire quand la justice ne protège pas les victimes comme il se doit? Parce que si la justice institutionnelle ne donne pas de réponse satisfaisante aux victimes, c'est là qu'on risque de tomber dans la justice populaire. D'un côté, ça peut aussi un peu se comprendre parce qu'on a porté atteinte à votre corps ou à votre dignité et vous n'avez pas vraiment de levier pour vous défendre. Typiquement, la justice populaire, elle se manifeste souvent dans des cas de harcèlement. Et c'est par exemple ce qui s'est passé il y a quelques mois avec la Ligue du LOL. Vous en avez probablement entendu parler, la Ligue du LOL, c'est ce groupe Facebook qui a été créé en 2009 par Vincent Glade et qui regroupait beaucoup de journalistes, de communicants et de publicitaires parisiens. Au départ, ce groupe échangeait ensemble et a trouvé au fur et à mesure ses têtes de Turcs, dont il se moquait régulièrement sur Twitter. Ce groupe a essentiellement ciblé des femmes, même si des hommes ont également été victimes. Il faut se remettre dans un contexte où Twitter n'était pas le réseau social que l'on connaît aujourd'hui, dans le sens où il y avait beaucoup moins de tweetos, qu'il y avait surtout beaucoup de journalistes et que les tweets, forcément, avaient un peu plus de visibilité dans ce petit microcosme. Le problème, c'est qu'une petite vanne acerbe faite sur Twitter n'est pas une blague qui relève du privé. Vous êtes dans la sphère publique et si vos 15 potes derrière en rajoutent une couche, qu'on fait ça régulièrement étalé sur plusieurs années, ça porte un nom, ça s'appelle du harcèlement. Les victimes ont parfois évoqué ce harcèlement sans véritablement donner de nom. Et des années plus tard, il y a quelques mois, les faits ont fini par être révélés au grand public, avec la liste de noms des personnes qui auraient pris part à ce harcèlement massif. Et là, Twitter a tout simplement explosé en ne parlant que de ça pendant plusieurs jours.
Cette affaire nous apprend plusieurs choses. Déjà, les victimes n'ont pas porté plainte pour la plupart, car le cyberharcèlement est quelque chose d'encore assez nouveau en droit. Rassurez-vous, le droit existe, notre arsenal juridique est prêt, mais beaucoup de personnes n'ont encore pas compris que leurs agissements relevaient du harcèlement, ou alors que ce harcèlement est moins grave parce qu'il est sur internet et pas subi IRL. Du coup, on donne parfois aux victimes le conseil de quitter les réseaux sociaux. Mais pourquoi ce serait moi, en tant que victime, de quitter les réseaux sociaux alors que j'ai rien fait en fait? Donc, même si les victimes étaient allées porter plainte malgré tous les freins que j'ai expliqués précédemment, il est fort probable qu'à cette époque, ça n'aurait pas abouti. Et je crains que le harcèlement ne s'intensifie d'autant plus à l'égard des plaignants. À l'heure actuelle, plusieurs décisions ont condamné des cyberharceleurs. On est sur la bonne voie, mais c'est pas encore ça. Par contre, le souci, c'est que j'ai l'impression qu'on a tiré zéro enseignement de ce qu'est le harcèlement sur les réseaux sociaux et de ce qu'on appelle l'effet de meute. J'ai passé un temps fou à lire les mentions des gens qu'on accusait de harcèlement, et globalement, on leur souhaite beaucoup de mal. Ce sont des insultes, des menaces à leur intégrité physique, voire des menaces de mort. Et je suis super frustrée, j'ai l'impression qu'on n'a rien compris au problème. Bien sûr que quand on voit des personnes qui se font démolir par des harceleurs, on a de l'empathie pour les victimes, qu'on peut ressentir une forme de colère, d'injustice, c'est parfaitement humain. Mais renverser la tendance, harceler les harceleurs, c'est vraiment ça qu'on a envie de voir ? C'est quoi l'intérêt de dénoncer un harcèlement de masse si c'est pour le remplacer par un autre harcèlement de masse? Qui sommes-nous pour choisir quelle sera la sentence envers ces personnes? Et c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. Les gens qui ont été harcelés, ils ont le droit d'être en colère envers la personne qui leur a causé du tort, de ne pas vouloir leur pardonner. Ça, c'est on ne peut plus normal. Par contre, les personnes qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui mettent leur petit grain de sel pour enfoncer les harceleurs, ça, c'est pas acceptable. C'est parfaitement humain, mais il faut lutter contre ces pulsions de haine qui n'apportent que du négatif. D'autant plus que là, bon, on a vu les tweets des harceleurs, plusieurs ont reconnu les faits et ont présenté leurs excuses, dont la sincérité peut parfois être mise en doute. Globalement, on sait que les accusations sont plutôt fondées. Et ensuite, les harceleurs ont été licenciés, ce qui pose d'autres questions. Est-ce que les licenciements vont être considérés comme abusifs ou non? Est-ce qu'on n'a pas pris la décision un petit peu rapidement au mépris de la notion de prescription ou d'individualité de la sanction? Et est-ce que les rédactions l'ont fait par réelle conviction ou pour sauvegarder leur image publique? Pour l'instant, il est très difficile de répondre à toutes ces questions parce qu'on en est au tout début de l'affaire et qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous manquent. Mais je vous garantis qu'on en reparlera sur la chaîne dès que les premières décisions tomberont. Mais quand c'est une victime qui vise une personne en particulier, qui la nomme et l'accuse de faits répréhensibles, comment on peut être sûr qu'on n'est pas totalement en train de faire de la diffamation et de bafouer la présomption d'innocence? Et de l'autre, la diffamation et la présomption d'innocence, ce sont deux freins qui peuvent empêcher les victimes de s'exprimer, même lorsqu'elles sont de bonne foi. La personne en moi a envie de croire les victimes car je sais qu'il est difficile de rapporter ce genre de faits, et la juriste en moi se dit « oui, mais non ». C'est le serpent qui se mord la queue et je bute sur ce problème depuis le début de l'écriture de cette vidéo. Comment ne pas tomber dans la justice populaire et la dénonciation sur les réseaux sociaux quand on sait que les victimes n'ont pas toujours la possibilité de porter plainte? On peut toujours se passer les noms sous le manteau, et en tant que meuf, je peux vous garantir que le nombre de fois où mes copines m'ont mis en garde envers tel ou tel mec, c'est assez monnaie courante. Mais ça reste en privé justement. C'est bien, ça nous protège nous, mais ça ne protège pas les personnes qui sont extérieures à nos cercles. Alors comment on fait ? Le problème dans ce type d'affaires, c'est qu'il est très difficile de s'en tenir au droit et seulement au droit. On sait que ceux qui violent, agressent ou harcèlent sont très peu condamnés ou alors à des peines très symboliques, même quand on a la quasi-certitude que les faits sont bel et bien arrivés. Et dans ce cas-là, on peut pas vraiment dire que la justice est effective. Comme je vous le disais avant, je vois la justice populaire et la justice institutionnelle comme une lutte. Les deux ne peuvent pas coexister ensemble, l'une a forcément le pas sur l'autre et ça se vérifie historiquement parlant. Sous l'Antiquité romaine, la justice institutionnelle était bien établie. La justice populaire n'était que très minoritaire. Mais avec les invasions barbares, la tendance s'inverse. La justice institutionnelle recule considérablement au profit d'une justice populaire. Lors du Moyen-Âge, autour du Xe siècle, c'est la justice institutionnelle qui revient. C'est un mouvement continu, un peu comme les marées. Mais comment ça s'explique ? Parce que les individus, ils portent en eux l'idée d'une société qui va punir ceux qui commettent des actes répréhensibles. C'est pour préserver l'ordre public. Sans cette répression, on risque de basculer dans une situation de non-droit, où les règles juridiques et morales n'ont plus leur place. Si la justice institutionnelle est défaillante, les individus vont tenter de rétablir la justice par d'autres moyens. C'est pour ça qu'il est difficile de totalement blâmer la justice populaire.
Pour moi, c'est juste l'expression d'une colère et du besoin d'être entendu, un sentiment profond qu'il y a une défaillance de la part des institutions. S'il y a défaillance, il faut qu'il y ait une réaction, une solution. Nos institutions sont critiquables, on peut questionner sincèrement certains procédés, parce que l'objectif, c'est que ces critiques soient entendues et que la justice s'améliore. Et du coup, est-ce que ce serait la faute des juges qui seraient trop laxistes ? Cette question elle est un petit peu compliquée, donc elle mériterait une vidéo à elle toute seule, mais je pense qu'on peut déjà répondre à cette question par un argument qui touche de nombreux services publics, le manque de moyens. Et je pense que c'est vraiment là le cœur du problème de la justice populaire. Si les agresseurs et violeurs sont peu condamnés, ou alors à des peines qui n'ont pas de sens, ça résulte aussi d'un profond manque de moyens financiers et humains. Les policiers ne sont pas toujours formés pour recevoir une plainte, même s'il y a beaucoup de progrès faits en ce sens, ce n'est toujours pas suffisant. Quand on est une victime de viol, par exemple, on peut se retrouver face à un policier qui utilise des mots très maladroits, ou qui va déjà émettre des suspicions sur notre version des faits, avec des questions du genre « comment vous étiez habillé ? Est-ce que vous aviez bu ? » etc. Parfois, le policier refuse tout simplement de prendre la plainte, et là, je vous le dis tout net, il n'a pas le droit de le faire. C'est au juge de décider de l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire de décider si on va ouvrir une enquête ou non. Parfois encore, la victime ne peut même pas porter plainte dans un bureau où elle est isolée, et à côté d'elle, va y avoir un mec qui se fait tirer son iPhone et qui va entendre tout ce qui est dit. Donc forcément, porter plainte dans ces conditions, c'est pas simple. Si on donnait plus de moyens au commissariat pour qu'ils aient des salles appropriées, pour que tous les policiers soient formés sur le sujet, le problème serait peut-être endigué. Et il en est de même pour les magistrats. Pour simplifier, on peut parler des juges, même si le terme de magistrat est plus exact. Ils ne sont pas tous formés convenablement pour traiter ce type de dossier. De l'autre, ils sont surchargés de travail. En France, on a un peu moins de 11 juges pour 100 000 habitants, contre quasi 21 juges pour la moyenne européenne. C'est presque 2 fois moins. Comment un individu peut travailler convenablement dans ces conditions ? C'est aussi ce qui fait que notre justice est particulièrement lente. Je veux qu'on ait de l'empathie pour les magistrats, parce que je suis persuadée que ce sont des gens qui font du mieux qu'ils peuvent avec le peu de moyens qu'on leur donne. Dites-vous que dans certaines juridictions, certains magistrats et greffiers sont obligés d'acheter leurs propres stylos et post-it, et c'est même pas une blague. Dites-vous qu'en France, on estime que le budget alloué annuellement pour chaque justiciable est de 61 €, contre 114 € en Allemagne par exemple. Du coup, si on accordait plus de budget aux professionnels du droit, comme ils le réclament depuis 40 ans, les problèmes existeraient toujours, mais il y en aurait moins. Du coup, les gens comme vous et moi, on a des fois l'impression que la justice ne nous écoute pas, qu'elle ne nous défend pas, même lorsqu'on est victime. Le problème, c'est que la justice est aussi une victime. On lui a tellement coupé les vivres qu'elle est à l'agonie. Il y a des gens qui quittent la profession, voire se suicident, car ils ne peuvent pas exercer dans de bonnes conditions. Et croyez-moi, quand on devient magistrat, on ne le fait pas par hasard, on le fait par conviction et par passion. Beaucoup de réformes ces derniers mois ont mobilisé les professionnels du droit qui ont tout fait pour alerter sur les dangers de ces réformes, qui risquent d'empêcher de plus en plus que la justice s'exerce dans de bonnes conditions. Malheureusement, ces réformes ont trouvé très peu de publicité dans les médias, alors que la justice est un service public qui concerne tout autant que l'éducation nationale par exemple. Je ne peux que vous inviter à vous pencher sur les revendications des magistrats, greffiers, avocats et autres professionnels du droit pour comprendre que ces gens cherchent juste à exercer dans de bonnes conditions, principalement pour défendre vos intérêts et pour défendre l'institution en laquelle ils croient sincèrement. Ces professionnels sont les premiers à redouter la justice populaire et à chercher des solutions pour que la justice s'exerce de la façon la plus juste. Donner plus de moyens financiers et humains permettrait que les juges soient moins surchargés de dossiers, que les procédures soient plus rapides, plus efficaces, et qu'on arrête d'attendre plus d'1 an et demi avant d'avoir la décision d'un tribunal. Dans ces conditions, la justice populaire aurait moins sa place dans notre société, puisque la réponse de l'institution serait plus rapide et plus efficace. Il est urgent d'écouter ces revendications, d'arrêter de faire des économies dans ce domaine, pour qu'on retrouve enfin confiance en la justice institutionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une justice qui s'est épuisée. On a des fonctionnaires qui essayent tant bien que mal de maintenir un fonctionnement, un vrai service public de la justice. Or, ça fait des années que nous sommes obligés de gérer la pénurie. C'est comme les bureaux de poste dans lesquels on donne moins de services, puis on finit par réduire les horaires, et puis un jour on finit par les fermer. Le gouvernement veut supprimer l'accès du citoyen au juge. Une justice de proximité, finalement, aux citoyens, ça n'intéresse plus l'État qui, pour des raisons budgétaires, veut réduire en fait les moyens conférés à la justice. Dans un État qui n'est pas capable d'assurer la justice à ses citoyens, évidemment, les citoyens qui ont toujours des problèmes vont se faire à un moment eux-mêmes justice, ce qui est une véritable catastrophe.
Bon, je me suis un petit peu arraché les cheveux à écrire cette vidéo, je vous avouerai. Le but, c'est pas vraiment de donner une conclusion ou de condamner la justice populaire, c'est plus de faire des pistes de réflexion qui, même si elles sont parfois contradictoires, peuvent donner des solutions peut-être pour endiguer le problème. Je vous demanderai la plus grande des bienveillances dans les commentaires. J'ai pas totalement résolu mon dilemme, c'est ni tout noir ni tout blanc, et je vous invite aussi à en débattre entre vous. Et je vous demande de le faire dans le respect, que ce soit pour les victimes comme pour les personnes qui sont accusées. Ah oui, au fait, je vous retrouve dans 2 jours sur ma chaîne Twitch. Je voudrais faire un débat sur la justice populaire avec vous, donc on pourra échanger en direct si jamais vous avez des réflexions, des questions et tout ça. Donc venez sur la chaîne, ce sera cette date-là et cette heure-ci. Le lien est dans la barre d'infos, donc venez, ça va être sympa. Bref, des bisous et je vous retrouve dans 3 semaines pour une vidéo qui va être un peu plus légère cette fois-ci.